Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier webinaire 2023 de Courrier Cadre. Donc, je suis ravie de l'animer. Je suis Fabienne Broucaret, la rédactrice en chef de plusieurs magazines du groupe CDI Média, dont Courrier Cadre. On est réunis aujourd'hui pour parler des seniors au travail. Alors, c'est un sujet d'actualité avec la réforme des retraites, mais pas que. Notamment quand on regarde le taux d'emploi des seniors en France. On aura l'occasion d'y revenir. Les chiffres sont assez bas, surtout si on s'intéresse à la tranche 60-64 ans et par rapport à l'étranger. Donc, pour vous rappeler un petit peu quelques règles, n'hésitez pas à nous dire bonjour, à partager vos témoignages et vos questions dans le chat. Vous êtes déjà plus d'une centaine, donc c'est super. Vous pouvez donc du coup nous poser vos questions tout au long du webinaire et le but du jeu, c'est vraiment que le webinaire soit le plus interactif possible et aussi donc on prendra un temps pour répondre à toutes vos questions à la fin de notre échange. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de trois invités pour parler des seniors au travail et essayer un petit peu d'enlever quelques clichés, quelques idées reçues peut-être un peu tenaces sur le sujet. Donc, je vais commencer par Béatrice Destress. Bonjour Béatrice. Bonjour Fabienne. Alors, vous remplacez au pied levé, et je vous en remercie profondément. Du coup, Sybille, qui n'a pas pu être là, Sybille Lemaire, qui du coup a eu un empêchement de dernière minute. Donc, vous travaillez avec elle au sein du groupe Bayard. Vous êtes directrice des partenariats et vous travaillez également aussi avec elle dans le Club Landois. On aura l'occasion d'y revenir. Le Club Landois, qui est un think tank dédié à la révolution démographique et donc qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui par rapport à nos questions d'âge et on verra qu'il y a des regards et des choses qui sont faites en entreprise qui peuvent être intéressantes à partager. Bonjour Bénédicte Tilloy. Bonjour Fabienne et bonjour à tous et à toutes. Alors, oui, vous êtes ancienne DRH de la SNCF, mais pas que. Vous avez cofondé deux startups qui s'appellent 10h32 et Ask for the Moon. Et vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle La Team, le jour où j'ai quitté mon COMEX pour une startup. Donc, c'est bien, ça résume parfaitement votre parcours ces dernières années, qui est paru aux éditions Duno. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez à la fois la casquette de dirigeante, mais aussi de senior qui a osé lâcher un poste assez confortable au sein d'une grande entreprise pour partir à l'aventure dans une start-up. Donc, vous aurez l'occasion de revenir là-dessus pendant le webinaire. Bonjour Amélie Favre-Guittet. Bonjour Fabienne. Alors, vous êtes du coup influenceuse RH, notamment sur LinkedIn, mais pas que. Vous êtes experte des questions RH et management et vous êtes la présidente d'un groupe qui s'appelle Talent Management Group et qui a plusieurs entités. On va en citer quelques-unes, Madircom et Boost Me Up qui nous intéressera notamment par rapport à l'accompagnement des seniors pour retrouver un emploi. Alors j'ai beaucoup parlé, maintenant je vais vous laisser la main. J'ai une question pour commencer à toutes les trois. Je parlais d'idées reçues sur les seniors. On va commencer d'entrée de jeu. Quelle est un petit peu l'idée reçue qui vous agace le plus sur les seniors? Est-ce que vous pouvez m'en dire chacune une? Qui veut se lancer? Allez, Allez, je je veux me bien me lance. lancer. Ah ben, Ah. Moi, celle qui m'agace le plus, c'est celle où on dit que les seniors ne sont pas à l'aise avec le digital. Et alors qu'en fait, on a quand même grandi avec, on l'a construit pour la plupart. Et donc, si, on est totalement à l'aise avec des outils digitaux, que ce soit pour communiquer, pour acheter, pour vendre, pour travailler tous ensemble. Donc, voilà, moi, c'est le premier idée reçue que j'ai envie de tordre aujourd'hui pendant ce webinaire. Alors moi je vais continuer. J'avais aussi celle-là, mais j'en ai une autre, qui est le fait que les seniors ne seraient là dans les organisations que pour transmettre à des plus jeunes. Et moi je revendique que les seniors puissent aussi avoir du potentiel et puissent avoir envie d'inventer et pas simplement de regarder en arrière pour transmettre ce qu'ils savent. alors j'avais évidemment aussi celle sur le digital parce que c'est vraiment voilà le trait qu'on entend très souvent, mais il y a aussi celle sur le salaire, que les seniors sont trop chers. Or, avec l'inflation, avec des demandes des jeunes et des expérimentés, c'est pas toujours vrai, voilà. Mm. Oh, très bien, ça nous donne un bon panel justement de clichés qui collent parfois à la peau des seniors. À l'inverse, selon vous, qu'est-ce que les seniors peuvent apporter au monde du travail et aux entreprises aujourd'hui? Est-ce que chacune, vous pouvez partager un petit peu, selon vous, un atout voilà, que les seniors peuvent apporter au monde des entreprises aujourd'hui? Alors, je vais Euh, démarrer cette fois-ci. Les seniors.
En fait, c'est des éléments importants, même si on ne peut pas les cantonner dans ce rôle de transmission. Mais c'est vrai qu'en termes de transmission, ils sont la mémoire de l'entreprise, ils sont des éléments de conciliation, des soft skills. Quand on parle de résilience, notamment par rapport aux chocs qu'on a pu connaître, sanitaires, économiques, ceux à venir, enfin ceux qu'on connaît, environnementaux, etc., on sait qu'on a besoin de l'expérience de ces seniors. D'expérience. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Moi, j'ai l'impression que le senior, il a été capable dans sa vie de bien dealer entre la vie pro et la vie perso, et qu'en fait, il est arrivé à un équilibre, et que cet équilibre crée de la sérénité dans l'organisation, et que c'est important pour les jeunes qui peuvent avoir une situation de stress, une difficulté à conjuguer les deux moments de la vie, et on peut être des amortisseurs de ces stress parce qu'on est capable de bien le gérer, parce que c'est derrière nous finalement cette partie de la vie perso, les enfants, l'école, enfin toute cette pression qu'on peut avoir quand on est plus jeune. On peut écouter et entendre ça et aider à faire descendre le stress. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à tout ça? Moi, partagerais plutôt le côté perspective et réseau. Parce que justement, de fait de leur vécu, ils ont aussi cette capacité à pouvoir mieux appréhender certaines stratégies, certaines manières d'être ou d'agir. Ils vont avoir plus d'idées, enfin, ils vont avoir des idées qui sont basées aussi sur leur expérience, sur la manière dont ils ont vécu les choses. De par le côté réseau, c'est aussi cette capacité à mieux comprendre aussi les stratégies qu'il y a des fois en entreprise, parce qu'ils les ont vues depuis des années, donc ils savent comment réagir par rapport à ça. Et ça peut être aussi des très bons éléments pour tempérer les plus jeunes qui arrivent, qui ont peut-être envie de tout transformer, de tout chambouler, et donc de leur apprendre aussi une certaine culture d'entreprise, les codes de l'entreprise. Je pense qu'il y a aussi tout ça qui peuvent apporter à l'entreprise. Oui, alors, très bien. Alors du coup, il y a beaucoup de réactions dans le chat. C'est vrai que j'aime beaucoup le côté amortisseur de stress pour les jeunes, et c'est vrai que c'est très bien, je leur retiendrai cette expression. Et en effet, ils peuvent aussi apporter une capacité de projection dans l'avenir, et d'exemplarité pour les plus jeunes. On a aussi appris de ses erreurs avec l'expérience, c'est ça aussi. Donc du coup, en effet, il y a plein de bonnes choses à apporter. Béatrice, par rapport à ce que vous avez mis en place avec le Club Landois, est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques bonnes pratiques? Qu'est-ce que peuvent faire les entreprises? Déjà, un premier point pour maintenir les seniors dans leur emploi et dans les entreprises. Bien sûr. Alors, avec le Club Landois et le groupe L'Oréal, on a initié l'année dernière une charte en faveur de l'emploi des plus de 50 ans, enfin des 50 ans et plus, avec 10 engagements. C'est parfois des choses qui ne sont pas révolutionnaires, mais l'idée, c'est vraiment d'enclencher un mouvement déjà et d'avoir un focus particulier par rapport aux seniors. Donc, je vous lis les grandes idées. On a quelque chose autour de la communication sur cette charte, en fait, que les entreprises se sont engagées à signer. 32 entreprises l'ont signé l'année dernière. On en aura une vingtaine qui vont rejoindre, donc on aura une cinquantaine au printemps. Un deuxième axe qui est sur agir avec bienveillance et respect auprès de tous. Bon, ça paraît assez évident, mais c'est encore mieux de l'écrire et de s'y engager. D'accompagner le développement de l'employabilité, ça on verra, c'est quelque chose qui est très, très important, cet aspect-là. Recruter à toutes les étapes de carrière, bien évidemment, et offrir des opportunités aussi à ceux qui sont en interne tout au long de leur vie professionnelle. Favoriser la transmission et le partage d'expériences, on l'a déjà un petit peu évoqué. Valoriser les expériences par la mise en valeur de parcours inspirants. Alors, suivant les entreprises, il y a différentes initiatives qui sont faites. Proposer un accompagnement individualisé autour du bien-être et de la santé, puisqu'on sait qu'à certains âges, il peut y avoir des petites fragilités. Voilà comment on peut aider les personnes. Soutenir les aidants, ça c'est quelque chose qui est aussi très important. Oui. Tout à l'heure, on exprimait que les personnes pouvaient ne plus être libérées de contraintes, de jeunes enfants, etc. Ils se retrouvent un petit peu avec autre chose qui en plus les pointe vraiment du doigt en tant que senior quand ils se retrouvent comme aidants, sachant qu'on peut tous être aidants à un moment de sa vie. Alors, c'est pas forcément que de vieux parents, ça peut être d'un conjoint qui est malade, ça peut être d'un enfant qui a un handicap, ça peut être de plein de choses. Mais en tout cas, comment on soutient ces personnes qui en plus ne lèvent pas souvent le doigt pour dire et qui ne se reconnaissent pas. En plus, la plupart du temps, les gens s'identifient comme aidants quand ils ne le sont plus. Tellement, voilà, il y a plein de choses. Et puis aussi accorder une attention particulière à la préparation de la retraite. On sait que les gens en moyenne en France ne pensent à la retraite, à la préparer que 6 mois avant la prise de cette retraite. Alors, ils sont contraints, parce que de toute façon, pour faire valoir leurs droits, ils sont obligés d'entamer un dossier 6 mois avant. Mais avant, en général, ils n'y pensent pas, ce qui est vraiment dommage, parce que
s'ils y pensent un peu plus longtemps à l'avance, s'ils vont préparer des projets, l'aspect financier, enfin voilà, ça sera construit, ça sera un vrai projet, ce qui n'est pas toujours le cas et parfois ça se passe pas super bien. Les remercier lors du départ et puis enfin leur proposer aussi, alors c'est pas possible toujours pour tous, mais dans un idéal, un lien après leur départ. On a dans ce cadre-là la création de 4 indicateurs qu'on va communiquer. On va communiquer sur ces 4 indicateurs qui seront sur les données de 2021 mi-avril. On a un rendez-vous au ministère du Travail à ce sujet. Et donc ces 4 indicateurs sont composés d'une donnée très simple, c'est le taux de seniors de plus de 50 ans, enfin de 50 et plus dans chacune des entreprises adhérentes. Pour celles qui ont souhaité participer à ces indicateurs, sachant que ça sera communauté agrégée et non pas au niveau de chaque entreprise. Le taux d'heures de formation de ces seniors, puisqu'on sait que c'est une donnée qui est très importante, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Le taux de mobilité ou d'évolution de ces personnes aussi, dans le cadre de nos structures. Et enfin, le taux de recrutement des 45 ans et plus, puisque ça aussi est quelque chose. Et donc là, l'idée, c'est vraiment pour les entreprises d'enclencher un mouvement. On démarre avec les données de 2021, on les publiera chaque année, pour ceux qui le souhaitent dans le collectif, avec cette attention forte sur cette population pour les soutenir, les aider à se développer dans leur carrière et à rebondir, développer leur employabilité. Et par rapport à cette charte, combien d'entreprises l'ont déjà signée ? Alors, 32 l'année dernière, 32 le 10 mars dernier, et là, on sera en tout une cinquantaine, en fait, le 13 avril. Et est-ce que la charte est disponible? On nous demande du coup dans le chat, par exemple, sur le site du Club Landois, on peut la Elle retrouver est facilement? disponible tout à fait sur le site du Club Landois. Très bien. On parle, Amélie, de formation, de mobilité pour les seniors. Est-ce que ce n'est pas aussi une clé pour les garder dans l'emploi et pas les placardiser les dernières années? Si, totalement. On voit souvent en France le fait que l'évolution de la carrière, on la voit de manière un peu pyramidale. C'est-à-dire que les gens doivent forcément évoluer vers le haut. Et à aucun moment, on envisage plutôt une évolution transversale dans l'entreprise. Et ça, c'est des choses qu'il faut aussi mettre un peu plus en application, je pense, en entreprise. Et on voit notamment sur les sujets des retraites, les personnes qui disent « Oh là là, je ne me vois pas faire encore 10 ans ce métier ». Et on se dit, mais ok, mais comment on peut faire maintenant que c'est dans l'entreprise pour les accompagner, pour avoir une autre perspective dans l'entreprise, plutôt que de se dire, ok, tu vas pas pouvoir faire le même métier encore pendant 10 ans avant d'arriver à la retraite, mais comment tes compétences, ton savoir-faire, ou avec ou sans formation, comment on peut l'utiliser autrement dans l'entreprise pour que ce soit du coup moins pénible et pas forcément, parce que quand on envisage une carrière de manière pyramidale, forcément le salaire il augmente. C'est souvent le cas en France. En transversalité, tout le monde n'a pas envie de gagner des 1000 et des 100. Tout le monde n'a pas forcément envie de gagner plus, mais juste d'avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie, perso et pro, et donc sont prêts à gagner la même chose, voire à réduire un petit peu pour avoir une meilleure qualité, pouvoir faire d'autres choses. Comme on dit, ils sont des aidants, il peut y avoir des problèmes de santé. Et je pense que c'est un rôle que l'entreprise devrait avoir, surtout quand elle pense à la trajectoire des collaborateurs sur du long terme. C'est pas juste je l'embauche pour faire une mission et quand je n'ai plus besoin, c'est un Kleenex, je le jette. C'est vraiment, ok, comment je peux le faire évoluer? Et je suis persuadée qu'aujourd'hui, on a beaucoup de talents qui sont déjà présentes dans les entreprises, mais qu'on n'en prend pas conscience parce que quand on pense carrière, c'est OK, tu as fait cette formation, tu as fait ce métier, et on n'aide pas les gens à voir en dehors de ce prisme. Et les gens n'y pensent pas eux-mêmes. Je ne mets pas la faute sur le côté l'entreprise, le RH, je pense que chacun doit être aussi maître de sa carrière et de comment il a envie de vivre sa vie. Et ça doit faire partie de l'éducation et de la formation de manière générale, où les personnes doivent prendre en main aussi la manière dont elles perçoivent leur vie jusqu'à la préparation de la retraite. C'est ce qu'on disait juste avant. C'est à un moment donné comment on peut accompagner les personnes pour qu'elles aient un vrai projet de retraite. Donc voilà, moi je suis vraiment à fond sur la transversalité. Et la transition est parfaite avec ma prochaine question, justement. Alors, il y a la responsabilité des entreprises, on l'a aussi dit avec la charte, les engagements. On parle beaucoup dans le chat de respect et de bienveillance aussi, ce climat de confiance qui doit s'instaurer aussi quand on parle justement de la fin de carrière. Mais c'est aussi qu'est-ce que chacun peut faire. Et du coup, Bénédicte, j'allais vous demander qu'est-ce que les seniors peuvent faire aussi pour améliorer leur employabilité. Alors, juste pour vous donner quelques idées des chiffres, le taux d'emploi du coup, en France, si on prend les 50-64 ans, il est de 65% en 2021. Si on regarde la tranche d'âge d'avant, les 25-49 ans, on est à plus de 80%. Donc, on voit quand même que l'écart se creuse. Et encore plus, si on va au-dessus des 60 ans, on tombe à 33%. Du coup, j'ai envie de dire, Bénédicte, qu'est-ce que les seniors peuvent faire et qu'est-ce que, par exemple, vous avez fait quand vous avez décidé de bifurquer?
D'abord, je me reconnais vraiment dans ce que vient de dire Amélie, c'est-à-dire que c'est sûr que si on projette son avenir avec le même métier toute sa vie, ça peut être un peu déprimant. En revanche, si on se dit qu'à un moment de sa carrière, l'arbitrage entre son temps, son salaire peut changer un peu, se remobiliser et se mettre à apprendre quelque chose de nouveau et se considérer finalement comme un nouveau venu ou une nouvelle venue dans un autre univers, c'est extrêmement motivant. Mais du coup, ça veut dire être capable de démontrer sa capacité d'apprendre, de remise en question de son ancien monde, d'en abandonner les codes pour en épouser d'autres. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est quand on apprend d'autres codes, les anciens, j'allais dire, restent, et les nouveaux plus les anciens, ça fait de vous, en fait, un vrai talent, c'est-à-dire vous additionnez, vous conjuguez des talents, et du coup, vous devenez désirable finalement pour une organisation, parce que le fait d'avoir été quelqu'un et quelque chose, rajouté au fait que vous avez appris de nouvelles choses et que vous êtes capable en fait d'évoluer avec ces nouveaux codes dans ce nouveau monde, en fait, ça vous augmente finalement. Et ça vous rend, je pense, désirable et employable pour une organisation. Alors, ça demande un petit peu de remise en question, mais quand on aime apprendre, ça a été mon cas. Je dois reconnaître qu'il y a eu des moments de solitude, hein, des moments où je me suis dit, oh là là, je suis en train de découper du papier crépon pour faire des fleurs pour un événement dans un incubateur. Avant, j'avais un directeur de cabinet qui me proposait mon agenda de la semaine. C'est pas tout à fait la même vie, mais c'est rigolo. Et je pense qu'en fait, accepter un peu cet inattendu, ça fait du bien en fait. Ça enlève aussi des rides professionnelles, j'ai l'impression. Hein. Et c'est un peu ça qu'il faut faire oublier ces rides pour démontrer sa capacité d'apprendre et de continuer à avoir du potentiel. En fait, je pense que c'est utile. Et un des conseils pour les personnes justement qui traversent cette période, cette transition, ce serait cette curiosité, l'envie d'apprendre. On a parlé de savoir se remettre en question, mais alors même si votre expérience n'est pas transposable à tout le monde, hein, et qu'on n'a pas une recette, une baguette magique à donner à tout le monde, mais quels seraient un petit peu les conseils clés pour les seniors qui se retrouvent dans ce cas de figure? En fait, je pense qu'il y a un arbitrage. Il faut se dire, il faut reposer les bases, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin pour vivre, c'est-à-dire quels sont éventuellement les sacrifices que je suis prêt à accepter. Je pense du point de vue de la rémunération. Hein. Quelle vie j'ai envie d'avoir et sur cette vie que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que je suis capable d'apprendre pour pouvoir l'exercer. Et puis après, l'idée, c'est comme tout le monde, jeune ou vieux, hein, il faut se lancer. Et je pense que le coût pour une entreprise est moindre parce que, vous voyez, si on est à 2 ans de la retraite, finalement, on n'a que 2 ans si l'entreprise se trompe, admettons, le coût de se tromper n'est pas si grave que ça, puisque dans 2 ans, on est parti. Donc, c'est un pari à faire, finalement, d'aller chercher des talents différents. Et moi, je crois beaucoup à la variété et à la diversité des savoirs et des savoir-faire dans les organisations. C'est intéressant de ne pas être tous pareils. Et l'univers des startups dans lequel j'évolue aujourd'hui, c'est un univers dans lequel on a tendance potentiellement à rencontrer un peu des gens tous du même âge et avoir des gens plus âgés qui ont vécu des expériences différentes, mais qui sont capables de se projeter aussi. Je pense que c'est utile. Et moi, j'amortis le stress aussi. Hein. Effectivement, je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire, je relativise des situations qui paraissent effrayantes et qui en réalité sont la vie en entreprise, quoi. Et justement, Abélie, on y touche là au management intergénérationnel. C'est une question qui revient aussi beaucoup dans le chat. Est-ce que la clé, finalement, ce ne serait pas de réussir à avoir toutes les générations qui travaillent ensemble et pas que des jeunes en start-up ou pas certains univers ou assez, à l'inverse, plutôt vieillissants. Et on nous demande concrètement comment faire pour réussir à avoir une équipe, par exemple, intergénérationnelle. Est-ce que, Amélie, vous auriez des conseils, quelques outils, bonnes pratiques à partager?
Le premier conseil que je partage, c'est le bon sens. Là où beaucoup vont plutôt utiliser le terme de bienveillance, d'empathie, tout ce qu'on veut. Moi, c'est vraiment le terme bon sens. Revenir au bon sens paysan qu'on avait à une époque. On sait bien que pour avoir une terre cultivée, avoir un beau jardin, il va d'abord falloir semer, il va falloir être patient, il va falloir y retourner régulièrement. Et c'est le mélange, le fait que la terre est déjà servie plusieurs fois avec des jeunes pousses qui fait qu'à un moment donné, ça prend et que les plantes vont pouvoir pousser. C'est la même chose dans l'entreprise. C'est vraiment ce mélange de connaissances, de compétences qui va faire qu'on va pouvoir faire émerger des bonnes choses, que junior, senior, avec nos qualités, nos défauts chacun, on va pouvoir arriver à travailler ensemble, se poser sur des projets, voir les choses différemment. Et c'est justement cette richesse des échanges qui va faire qu'à un moment donné, on va y arriver. Mais dans l'absolu, on a tous envie des mêmes choses. Dès lors qu'on a un manager qui va nous comprendre et qui va arriver à saisir nos besoins, on va arriver à avancer tous ensemble. Donc pour moi, c'est vraiment le bon sens qui est en premier. Après, j'ai vu plein de... Parce que du coup, j'ai le chat aussi à côté. Je vois toutes les petites questions qui défilent. Il y avait notamment, à un moment donné, je me permets, je crois que c'était... Sylvie qui partageait le fait de est-ce qu'on est capable de voir ces candidats qui sont plus et que c'est plutôt l'inverse côté entreprise, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop envie d'avoir des profils seniors en entreprise, mais c'est aussi parce que c'est la manière dont ces profils seniors vont se présenter aux entreprises. Et là, j'ai envie d'appuyer, j'ai envie de dire là où ça fait mal, c'était que très souvent, quand on est un profil senior et qu'on va se présenter et qu'on va candidater, on va le faire comme on l'a toujours fait depuis 20, 25, 30 ans, sans chercher à se remettre en question et sans se poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quel est le besoin de l'entreprise, quelle est vraiment sa stratégie à court, moyen, long terme. Et j'ai envie de dire, le senior, justement, il a cette capacité à réfléchir et du coup, il va avoir cette capacité à mieux se vendre, à mieux se projeter dans l'entreprise et à pouvoir mieux présenter l'ensemble de ses qualités et de ses compétences. Et aujourd'hui, un senior, il va devoir apprendre à être beaucoup plus succinct et aller directement à l'essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, sa stratégie, c'est du développement international, c'est un lancement de produits, c'est une réorganisation. OK, mais du coup, moi, senior, qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise? Quelle est ma plus-value ou mes 2-3 plus-values que je peux vraiment leur apporter? Et s'il est en capacité à vraiment valoriser ça, du coup, il n'a pas besoin de raconter toute sa vie sur son CV ou ailleurs. C'est juste ces 2-3 points-là qu'il va pouvoir mettre en avant pour pouvoir mieux se vendre et pouvoir vraiment se valoriser pour dire, OK, on a besoin de ça demain dans l'entreprise, donc c'est pour ça que je le recrute. Et pas parce qu'il a 50 piges et qu'il a 30 ans de carrière. Non, c'est parce que j'ai besoin de ça et qu'il peut me l'apporter. Je pense que pour compléter, je pense qu'il faut sans doute aussi dédramatiser pour les jeunes managers, parce que ça peut être d'être le manager d'un senior, parce que je pense qu'il y a aussi cette angoisse de dire mais finalement est-ce que je vais être capable de manager quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi, voire qui a l'âge de mes parents. Et c'est vrai que c'est pas évident, et donc ça suppose sans doute un nouveau pacte de management, c'est-à-dire de pouvoir mettre directement sur la table ce que je t'apprends et ce que tu m'apprends. Et d'ailleurs, c'est pas vrai que pour les seniors et les juniors, c'est vrai en toutes circonstances. Les deux doivent s'apprendre mutuellement des choses, mais ça pose en fait le fait d'avoir un jeune patron. C'est intéressant de pouvoir formuler explicitement ce que chacun peut apprendre à l'autre. En tout cas, je trouve que ça a beaucoup de valeur, et quand les deux sont capables de l'entendre, c'est très riche. Moi, j'ai cofondé As for the Moon avec Clément Dietschy, qui a 35 ans, et c'est lui le CEO de l'entreprise, c'est pas moi. En revanche, il est très attentif à mon expérience, mais on échange souvent sur les décisions, et je crois que de temps en temps, je coach un peu, et de temps en temps, c'est lui. Parce que les situations auxquelles on se confronte nécessitent tantôt de l'expérience, tantôt un regard neuf, tantôt les deux. Et le fait de formuler explicitement l'apport mutuel, c'est très précieux. Là où ça ne marche pas, c'est quand en fait on n'ose pas et qu'on considère que ces sujets-là n'ont pas droit de citer dans l'entreprise. Il faut formuler les choses. C'est d'ailleurs vrai pour toutes les diversités. Oui, tout à fait. Non, c'est très intéressant et très concret ce partage, parce que ça casse aussi l'idée reçue de la transmission à sens unique pour que justement ce soit le plus épanouissant pour tout le monde. On a beaucoup de réactions, Béatrice, sur oui, mais les recruteurs ne voient pas les choses comme ça, et c'est compliqué pour les seniors d'avoir des entretiens, d'avoir accès justement à cet emploi. Quelles sont les bonnes pratiques que peuvent mettre en place les recruteurs? Et on nous demande aussi, est-ce que on est obligé
de passer par un aspect légal, des incitations à recruter plus de seniors pour que les choses bougent enfin? Peut-être qu'on y viendra, compte tenu du contexte particulier. C'est vrai que vous avez donné les chiffres, on n'est pas bon, hein. Clairement, à partir de 60 ans en France, on décroche clairement, on a quasiment 10 points d'écart avec nos voisins, et alors qu'avant, on est pas mal. Il y a des systèmes dans d'autres pays où on propose de l'apprentissage, comme en Allemagne par exemple, à des seniors, ce qui ne se pratique pas vraiment en France. On devra peut-être avoir des incitations sur des nouveaux contrats, moins de charges pour des employeurs, enfin inciter effectivement de manière importante les entreprises à recruter des seniors, puisque c'est vrai que c'est difficile. Il y a aussi quelque chose où nous, on travaille là-dessus, c'est lutter contre le stéréotype face aux seniors, contre l'agisme, parce que même les seniors eux-mêmes, parfois, se pénalisent en ayant un regard déjà en se censurant eux-mêmes, en fait, en se disant non, bah ça, je ne peux pas candidater sur ce poste parce que ça ne conviendra pas, etc., alors qu'ils ont certainement plein de choses à apporter. Donc, c'est vraiment tout ce travail qui doit être fait auprès des managers de l'entreprise, hein, en se disant ce qu'évoquait Bénédicte tout à l'heure, l'intergénérationnel, c'est très important et chacun peut s'apporter. Toujours. On le sait, hein, voilà, on le sait dans nos vies privées, on le voit. Donc, c'est des choses qui évoluent. Mais dans tous les domaines, c'est de la sagesse, c'est du recul, c'est par rapport au stress, c'est par rapport à un point particulier d'un nouveau logiciel. Là, c'était SnapGPT qui était pas mal à l'ordre du jour ces derniers temps. Bah, je ne sais pas si vous avez testé, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est plutôt mes enfants qui m'ont montré comment voilà, y aller, ce qu'on pouvait trouver, etc. Et puis voir après en tirer le meilleur de ces supports, parce qu'il y a forcément des choses intéressantes à en tirer. Et donc, il faut vraiment lutter contre les stéréotypes qui sont liés à l'âge, qui sont importants, hein. Le changement de regard, ça se travaille, ça va être long, ça va pas se faire comme ça. Et on voit même, je vous disais, que les seniors eux-mêmes se censuraient. Par exemple, le défenseur des droits reçoit des réclamations. Il en a très, très peu des réclamations qui sont liées à l'âge. Moins de 5%, c'est vraiment très peu. Donc, en fait, les gens ne pensent même pas que c'est une discrimination. Ils considèrent que c'est normal quelque part. Voilà, ils sont un petit peu pénalisés. Ils sentent. Et en fait, tout le monde peut apporter ses forces, ses contraintes. Il faut vraiment sortir des stéréotypes. Et nous, d'ailleurs, on a une cellule qui s'appelle Bayard Impact, où on va accompagner les entreprises pour essayer d'évoluer, de faire changer le regard de ces salariés, parce que ça se travaille vraiment en interne. Et je vous dis, c'est quelque chose qui est un petit peu long, mais qui se travaille. Et on sait très bien avancer. On disait, je m'étais noté une citation dans la préparation, chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante, disait George Orwell. Bon, ben voilà, c'est pas mal de se remettre ça en écho par rapport à notre échange. Oh oui, tout à fait. Et par rapport à la charte, on nous demande du coup, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des obligations pour les entreprises qui du coup signent la charte? À quoi ça les engage concrètement par rapport au point que vous avez évoqué tout à l'heure? Alors, en fait, ce que ça les engage à avoir une attention par rapport aux seniors. Voilà, il y a pas, on leur dit pas, vous êtes à tel taux de senior, vous devez être à tel taux ou de mobilité, etc. Non, c'est pas ça. C'est se dire, j'ai la volonté de changer le regard. C'est le dirigeant de l'entreprise qui signe la charte, hein, donc c'est pas, voilà, c'est vraiment un membre du COMEX, un membre directeur général qui s'engage, qui engage son entreprise. Et derrière, à nous d'animer. On anime avec des réunions. Environ 2 par an avec les uns et les autres, partage de bonnes pratiques. Et puis, l'idée, c'est pas de se pointer du doigt, c'est de dire, on enclenche un mouvement parce qu'on sait qu'on le doit. Aujourd'hui, et c'est bien, hein, on a une dynamique sur l'emploi qui est forte en France, on a un taux de chômage qui est assez bas. Et donc, on peut espérer que là aussi, le regard, on sait tous, hein, quand il y a des besoins, le regard évolue plus vite. Et donc, les seniors vont retrouver des couleurs, et ils commencent déjà à retrouver des couleurs sur l'emploi parce qu'il y a des vrais besoins aujourd'hui. Et là où on ne recrutait pas hier un senior, aujourd'hui, les entreprises commencent à évoluer, vraiment. Mais on essaie d'enclencher un mouvement aussi sur le stéréotype. Oui, qui est clé. On nous dit aussi dans le chat, l'âge, c'est dans la tête. Alors, moi, quand j'écoute Bénédicte, Béatrice et Amélie, oui, complètement, l'âge, c'est complètement dans la tête. Et on nous demandait en ouverture, un senior, c'est quel âge? C'est 40, 45, 50? Alors, selon les études, à partir de 45, mais ça fait un peu mal. Donc, on va dire à partir de 50, hein, dans la plupart des études, je crois. En fait, ça dépend des pays, ça dépend. Et puis, on sait, voilà, la carte senior à la SNCF, hein, Bénédicte travaille à la SNCF, c'est à partir de 60 ans. Enfin, en fait,
il y a des personnes qui vont être, entre guillemets, vieilles dans leur tête, beaucoup plus jeunes. C'est un senior, je me rappelle avoir travaillé avec quelqu'un qui avait plus de 80 ans, qui continuait à apprendre des langues étrangères et qui me disait, bon, il était exégète, je ne sais pas si vous savez ce que c'est quelqu'un qui travaille sur les textes d'un point de vue scientifique, les textes de la Bible. Et en fait, il me disait, je continue à apprendre des langues parce que moi, de continuer à apprendre, et quelle que soit la chose, eh bien, ça m'aide à entretenir mon cerveau et à lutter contre plus tard la dépendance. Voilà, parce qu'il faut aussi penser à ça. Et c'est à chacun, quand tout à l'heure Bénédicte disait le goût d'apprendre, et je pense aussi qu'il faut que tous les secteurs RH pensent à développer le goût d'apprendre de leurs salariés et aux personnes aussi d'être responsables et de se dire je développe mon employabilité, je suis moteur par rapport à ça. Ne pas être passif, toujours. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et au contraire, plus on a le goût d'apprendre, mieux c'est pour tous. Voilà. Donc, mais pour soi aussi. Oui, tout à fait. On sont très contents. Et quel que soit ce qu'on apprend, voilà. C'est d'avoir cette dynamique. Oui, tout à fait. En fait, ça sauve, hein. Ça sauve d'avoir le goût d'apprendre, parce que de toute façon, les changements, notamment numériques, vont si vite que si on n'a pas le goût d'apprendre, en fait, on les rate. Et donc, c'est plus une question d'âge. On sait que les jeunes sont parfois aussi un peu en difficulté sur les questions numériques. La capacité d'apprentissage, c'est en fait ce qui sauve absolument tout le monde. Et donc, il faut apprendre vite, il faut apprendre tôt et il faut apprendre tout le temps. Voilà. Et les questions d'âge, en fait, sont secondes. Oui, tout à fait. On nous parle aussi de bonnes pratiques comme le mentoring, le reverse mentoring ou encore le mécénat de compétences. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que justement, ça peut, alors qu'on soit en poste ou peut-être le mécénat de compétences aussi, on peut aller voir dans des associations et qu'est-ce qu'on peut apporter? Est-ce que pour vous, c'est des bonnes pistes aussi et notamment le côté mentoring, reverse mentoring, que ce ne soit pas toujours dans le même sens, ça peut être une piste intéressante à creuser? Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est pour le coup qui est très utile, le mentoring et le reverse mentoring et même le mécénat. Je voyais c'était chez Engie, ils permettent beaucoup à leurs collaborateurs d'aller travailler pour des associations. Et de manière générale, les associations sont en demande d'avoir, parce qu'elles sont quand même en pénurie de bénévoles et ça peut être que bénéfique pour n'importe qui d'aller travailler en association et d'aller seconder. Mais c'est un peu un luxe, par contre. Toutes les entreprises ne peuvent pas se le permettre. Non, tout à fait. Ouais. C'est souvent les grandes entreprises qui peuvent se le permettre, effectivement. Je peux être que d'accord avec ça. Dès lors qu'on est bien dans le double apprentissage, c'est-à-dire l'idée qu'on ne fait pas que transmettre encore, mais qu'on accepte aussi de recevoir de la part d'autres des nouveaux savoirs et qu'on va mettre en pratique, je pense que c'est très précieux. Mais encore une fois, dans les organisations, moi je milite vraiment pour ça, tout le monde a à apprendre de tout le monde. Donc le fait de... il faut pas isoler la population des seniors en la considérant particulièrement comme toutes les minorités finalement qu'on veut inclure dans l'entreprise. Et en même temps, il faut être capable d'en parler et je pense que c'est ça qui fait la richesse des organisations. Ça a l'air peut-être un peu... c'est du bon sens, comme disait Amélie tout à l'heure. Oui, vas-y, Amélie. Pardon, quand je rebondis sur le fait le goût d'apprendre et d'aller faire du mentoring, de bénéficier de reverse mentoring, et c'est vrai, comme le dit Bénédicte, c'est pour tous les âges, et c'est bénéfique forcément à toute la structure, à toute l'entreprise. Et je vois, moi, chez Boost Me Up, quand on a un programme, à chaque fois, les gens, je leur demande d'aller s'impliquer dans une association parce qu'en même temps, ça leur permet d'aller découvrir d'autres choses, de s'ouvrir aussi potentiellement à d'autres idées, à d'autres cultures, à d'autres manières de travailler cette curiosité intellectuelle. Et moi, je le vois en recrutement, c'est une des premières choses que j'essaye d'analyser chez les gens, c'est cette curiosité intellectuelle. C'est est-ce que la personne s'est renseignée sur l'entreprise? Est-ce que la personne se forme déjà elle-même régulièrement, s'intéresse à ça, s'intéresse à notre métier, à notre secteur, comment elle imagine les choses plus tard. Et donc, cette capacité à se projeter dans l'entreprise. Et pour moi, oui, c'est ce côté, l'envie d'apprendre et d'arriver à démontrer cette curiosité intellectuelle. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et quelles que soient les générations, pour le coup, c'est chez tout le monde. Ça. C'est un défaut qu'on retrouve un peu partout.
Oui. On nous parle aussi de la richesse des échanges, hein, au-delà du côté formel que peut avoir le mentoring ou le reverse mentoring, tout simplement d'aller aussi discuter avec ses collègues, peu importe leur âge, pour voilà, aussi s'enrichir. On avait des témoignages tout à l'heure par rapport au management, que ça peut parfois être humiliant d'être managé par des plus jeunes ou que, à l'inverse, manager des plus vieux, c'est parfois compliqué. Quel serait chacune un conseil très pratique pour essayer que la relation soit la plus apaisée, à la fois efficace aussi, hein, on est au travail, mais que ça se passe quand même bien et que tout le monde s'y retrouve. Se parler, dans tous les cas, se parler, communiquer. Ça paraît être b.a.-ba, hein, mais c'est tellement important. En tête à tête, parfois c'est tellement plus simple que devant les autres, on a parfois peur du regard des autres, etc. Donc partager un moment, voilà, et se dire les choses, ça marche toujours mieux quand on part sur des relations saines. En matière de management, ce qui est terrible, c'est quand on joue au chef. Mm. Et particulièrement enfin, c'est pas une question d'âge, mais avoir un chef qui joue au chef, c'est terrible. Et le risque d'avoir un plus jeune qui joue au chef avec un plus vieux, c'est encore pire. Et peut-être qu'il peut appréhender de diriger un plus senior et que du coup, il va être encore plus enclin à jouer au chef pour s'imposer. Et ça, c'est vraiment une très mauvaise pratique. La bonne pratique, c'est d'être dans l'authenticité, c'est-à-dire d'acter le fait qu'on est d'une génération différente et qu'on va donc s'apprendre des choses mutuellement. C'est le mutuel, en fait, qui sauve et qui permet aux jeunes chefs de se sentir légitimes vis-à-vis d'un plus âgé. Amélie? Je rejoins totalement ce qui a été dit. Le surjouer ne sert absolument à rien. La communication est essentielle. Pour le coup, je suis assez adepte aussi de la partie communication non violente, qui est le fait d'écouter et d'arriver à dire les choses, d'accepter ses émotions aussi en entreprise. C'est pas quelque chose qui est évident. Et je pense que pour un jeune manager ou un manager, le fait d'accepter que de temps en temps, il ne sache pas, il ne sait pas, c'est aussi ultra important de se dire, quand je ne sais pas faire ou quand je n'ai pas la connaissance, je vais m'appuyer sur mes équipes, je vais leur en parler, je vais leur dire les choses, je vais être vraie. Voilà, je vais me comporter comme le ferait. Je reprends toujours mon exemple de mon jardinier, le jardinier qui traite sa terre le plus juste possible pour que ça donne des belles pousses et qui va les entretenir et qui va les accompagner. Donc ça, pour moi, c'est vraiment des choses qui vont être importantes. Donc là, effectivement, le côté, la communication, l'acceptation de ses émotions. C'est pas une question d'âge, effectivement, hein, on voit pas. Mais ça c'est souvent quelque chose qui revient. Je le vois quand on est en groupe avec des professionnels et je leur dis ok, qu'est-ce qui a été difficile, c'est oui, ou les entreprises quand on fait du recrutement pour elles, c'est mais oui, je peux pas recruter un senior quand je vais avoir du mal à le cadrer. Parce que il a l'âge de mon père et je vais avoir l'impression d'engueuler mon père. Je dis non, mais ça n'a juste rien à voir. Donc là, par contre, on va mettre des barrières. En fait, c'est un collaborateur, c'est pas la personne, c'est pas les 50 ou les 55 piges que vous remettez en question, c'est le comportement de la personne ou son action là à l'instant T. Et ça, effectivement, ça va demander beaucoup de formation. Et on en avait parlé au tout début. Beaucoup d'entreprises n'ont pas formé leurs équipes, que ce soit les collaborateurs, les managers ou les RH. Et ça manque de former vraiment à la non-discrimination, à la diversité, à l'inclusion dans les entreprises. On le voit même dans les programmes de master RH, c'est pas abordé. Et je me dis qu'il y a des lacunes à combler beaucoup. Et à la rigueur, j'ai envie de dire, dans toutes les formations, il faudrait avoir une micro-formation là-dessus pour montrer que la diversité, l'inclusion, c'est quand même des choses qui sont bénéfiques. Il y a des études qui l'ont démontré, je n'ai pas les chiffres là, mais qui ont bien prouvé que des entreprises qui étaient inclusives étaient bien plus rentables que des entreprises classiques. Donc j'ai envie de dire, pourquoi on s'interdit de le faire? Où est parti ce bon sens qu'on a perdu à un moment donné? Oui, tout à fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il nous reste encore un peu plus de 5 minutes, donc on peut encore prendre quelques questions avec grand plaisir dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses. On a des yeux sur les deux, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a selon vous des pistes qui peuvent être intéressantes à l'étranger? Quand je parlais tout à l'heure du taux d'emploi un peu déprimant en France, à l'inverse, on a des pays comme la Suède, l'Allemagne en Europe, qui sont quand même un peu meilleurs que nous dans ce domaine-là. Donc est-ce qu'il y aurait des choses à aller creuser? Je ne sais pas si le Club Landois, par exemple, vous avez été voir à droite, à gauche, s'il y a des choses intéressantes. Alors, on a regardé un peu après, on sait aussi qu'on est des Latins quand même en France, donc on n'est pas des Danois, voilà. Les usages ne sont pas les mêmes et je pense que c'est pas transposable, voilà. Donc, il faut qu'on trouve nos propres solutions, nos propres usages en fait dans notre pays, parce que
clairement, si on calque un système suédois, je ne crois pas que ça puisse marcher en France. Ça peut paraître un peu vain même de vouloir le tenter. Par contre, on sait aussi que comme les personnes vont travailler plus longtemps, a priori, hein, on voit on se dessine vers ça, il va falloir qu'elles soient encore plus artisans de leur parcours elles-mêmes, hein, qu'elles aient vraiment cette dynamique, et aussi du parcours qu'elles feront quand elles seront plus en emploi, quand elles seront à la retraite. Parce que il y a des années, on allait vivre moins de 10 ans à la retraite. Aujourd'hui, en moyenne, les gens y passent plus de 20 ans. Et tant mieux, il faut s'en réjouir. Mais ça s'organise parce que si on n'a pas de projet, eh bien, c'est terrible. On peut se dire, c'est formidable, je vais à la retraite, je vais toucher ma retraite, etc. Mais si les gens n'ont pas une dynamique, des projets, du lien social, ça sera terrible. Donc voilà, tout ça, il faut être acteur et aller chercher, avoir aussi, ne pas toujours être passif, attendre du service RH ou de son responsable. Non, se renseigner soi. Regardez, on a maintenant sur Internet plein de supports comme ça pour avoir des formations gratuites, des MOOC en ligne, plein de choses. Et après, ne pas hésiter à aller voir aussi ces services internes pour se renseigner, mais être acteur. En fait, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire parce que c'est très important pour toute sa vie personnelle, en fait, et professionnelle. Oui, c'est vraiment une posture et j'aime bien l'idée en effet que c'est pas que de la responsabilité des recruteurs des entreprises et pas que non plus la responsabilité des seniors, mais au contraire, voilà, la balle est voilà, partagée à tout le monde. Alors du coup, on nous demande aussi, est-ce que les femmes font aussi figure de rôle modèle dans le fait peut-être de cette ouverture, de cette quête d'authenticité? Alors on a un panel aujourd'hui 100% féminin, donc rassurez-vous, dans les prochains webinaires, il y aura des hommes, ne vous inquiétez pas pour la mixité. Mais du coup, est-ce que c'est un sujet que vous le voyez, vous, dans les discussions, et peut-être plus voilà, traité par les femmes? Est-ce qu'il y a plus de rôle modèle féminin ou à l'inverse, est-ce que voilà, ces messieurs se posent peut-être moins de questions aussi? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à si on mêle la question de l'âge et du genre? Ah, vas-y, Bénédicte. Non, ce que j'ai envie de prendre, il y avait quelqu'un dans le chat qui disait tout à l'heure, en fait, les chefs d'entreprise, ils ont cet âge-là et en fait, personne ne leur dit qu'ils sont seniors. Et peut-être qu'il y a moins de femmes chefs d'entreprise et que d'hommes chefs d'entreprise. Elles sont donc dans des situations plutôt de N-1 et donc elles subissent peut-être davantage finalement l'ostracisation qu'il peut y avoir pour l'âge. Et je pense que c'est important, du coup, qu'on y ait des rôles modèles et qu'on en parle, parce que de la même manière que, il faut montrer des femmes âgées au travail dans des situations multiples pour que les gens s'habituent, en fait. Hein. C'est aussi ça qui est important. Moi, on parlait tout à l'heure de l'étranger. Aux États-Unis, il n'est pas rare de voir des gens âgés, en fait, exercer des métiers du quotidien. Et on n'en voit pas beaucoup en fait à la télé, dans la publicité par exemple. Hein, on montre toujours d'abord la ménagère à moins de 50 ans. Hein, donc c'est terrible. Hein. On n'a pas renouvelé ça. Il y en a et le mec, je ne sais pas qui, de chez Carglass, ça pourrait être une femme de plus de 50 ans par exemple. Hein. Donc, on a un travail de visibilisation qu'il faut faire. Et merci de commencer, Fabienne, Avec plaisir. à l'instant. Mais c'est important le côté média parce que, juste rebondis là-dessus, mais les présentateurs télé, les experts, c'est vrai que c'est pas anodin de qui on voit dans les médias et on se pose peut-être moins de questions sur les cheveux blancs de certains que de certaines. Donc, du coup, c'est aussi une vraie question voilà, sur la place des femmes dans l'espace public et médiatique, notamment en général. Et Amélie, tu allais réagir. Oui, parce que on le voit dans les médias, si tu prends sur les chaînes télévisées, on a des présentateurs grisonnants, mais on n'a pas forcément des femmes grisonnantes. Et c'est la même chose dans les artistes. Hein, si tu prends les acteurs, actrices de la télé, alors on a d'abord valorisé l'âge chez les hommes, parce qu'un homme qui a les cheveux gris, c'est joli, c'est sexy, c'est ah là là, c'est magnifique. Et tout doucement, les femmes se sont mis en avant aussi avec des cheveux gris, et au départ on leur disait mais là mais tu peux pas te faire une teinture, tu peux pas ceci, elles ont commencé à s'assumer et à le revendiquer, et là on voit de plus en plus effectivement de rôle modèle féminin, se dire non oui j'ai de l'âge, ouais mais je m'assume comme je suis, et c'est ce qui va aussi montrer des signaux forts pour les futures générations qui en prenant de l'âge vont aussi s'accepter et s'assumer. Mais c'est d'abord venu effectivement beaucoup des médias, des représentations qu'on avait à gauche, à droite, qu'on avait, comme tu dis, dans les presses,
d'avoir des femmes seniors, il n'y en avait pas beaucoup. Et maintenant, on commence à en voir. Et ça fait du bien, j'ai envie de dire, parce que c'est la population, en fait. On est quand même nombreux. La vraie vie. Ben oui, c'est la vraie vie. J'ai envie de dire, c'est juste totalement logique. Et après, pour revenir sur le sujet en termes de rôle modèle, mais même d'accompagnement, les femmes ont plus facilement tendance à chercher à être accompagnées, et à chercher à s'en sortir et à chercher une solution. Là où les hommes sont souvent plus sur la réserve et plus discrets, vont des fois peut-être plus activer leur réseau pour essayer de trouver une solution, trouver un emploi, et donc du coup se montrent moins peut-être. Là où les femmes vont dire bah oui, et on le voit même dans le chat, hein, c'est beaucoup de femmes qui ont réagi en disant bah oui, on n'a pas de réponse des recruteurs, on n'est pas visible, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Et donc elles n'ont pas peur de le dire, là où des hommes vont rester beaucoup plus secrets et discrets pour activer les réseaux. Mais j'ai envie de dire, on doit avoir ces rôles modèles, et ça fait du bien d'en voir de plus en plus, et je veux en voir encore de plus en plus. Tout à fait. Pour finir, j'aurais une dernière question. Est-ce que vous êtes optimiste pour la question des seniors au travail dans les années à venir? Est-ce qu'à votre avis, les choses vont bouger, commencent peut-être déjà à bouger? En un mot, comment vous voyez par rapport à l'avenir en France? Alors moi, je suis plutôt optimiste, effectivement, parce que déjà, avec le taux de chômage qu'on a aujourd'hui, on voit bien que la tension, il y a une grosse tension quand on veut recruter aujourd'hui, quels que soient les postes, hein, c'est très, très dur pour les recruteurs. Donc forcément, le changement de regard, quand il y a un besoin, voilà, il évolue plus vite que quand il n'y en a pas. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais les seniors retrouvent des couleurs, ils retrouvent des qualités, et c'est ce que disait tout à l'heure Bénédicte aussi, que si on recrute un senior, enfin quelqu'un qui a 60 ans, ce qui est difficile pour quelqu'un de retrouver un emploi, on sait qu'on ne va pas le garder 10 ans, c'est peu probable. Donc, il n'y a pas une prise de risque énorme, et souvent, les entreprises sont très contentes en plus quand elles recrutent ces personnes, parce qu'elles retrouvent beaucoup plus de compétences qu'elles ne pensaient trouver chez ceux-ci. Donc, oui, je pense qu'on peut être optimiste, et aussi parce que les gens vont travailler de plus en plus, savoir qu'il faut qu'ils préparent cette deuxième partie de vie professionnelle, et donc s'y préparer, se former davantage. Donc oui, on peut penser que ça va progresser, et c'est tant mieux parce que la société vieillit. En France, on vieillit, voilà, c'est comme ça. Donc il va bien falloir faire avec, et de manière positive. Moi, je suis optimiste aussi, pour les mêmes raisons que Béatrice, c'est-à-dire on a besoin de monde aujourd'hui, donc pourquoi pas des seniors. Et puis, on n'en a pas parlé, mais l'index senior, moi je suis pour. Les choses qui se mesurent progressent. Et c'est comme ça que les femmes ont accédé à des postes de responsabilité, c'est parce qu'on a mesuré, et puis après on a exigé, et puis on a démontré que ça avait de la valeur. Et donc je pense qu'on va faire le même chemin avec les seniors au travail. Optimiste aussi, totalement optimiste aussi. Et en complément de ce qui a été dit, effectivement, les choses bougent aussi pour l'index senior. Et j'ai envie de dire, on peut aussi espérer, et je le vois déjà sur cette jeune génération aussi qui arrive, qui s'intéresse à beaucoup de choses, à l'écologie, aux valeurs, et à plein de choses positives. Et je pense qu'à un moment donné, il va aussi se rendre compte et va aussi militer pour justement que la place des seniors revienne aussi dans l'entreprise. Moi, très souvent, quand j'interviens dans les écoles de commerce ou en université et que je leur présente le projet Boost Me Up, j'ai plein de jeunes qui adorent ça et qui me disent que c'est super. Donc, je me dis que on a été à un moment donné dans le creux de la vague, mais qu'à un moment donné, on peut aussi s'appuyer sur toute une partie de la population qui va nous soutenir et qui va nous encourager. Et on le voit sur LinkedIn, de plus en plus de jeunes RH prennent la parole sur le sujet et militent pour l'emploi des seniors. Donc, ça va prendre du temps, ça va pas se transformer en 2 ans, mais et en plus, si on a un index qui permet de mesurer les choses, et bien plus les choses vont être dites, plus on va en parler et plus ça va bouger. Donc, oui, optimiste. Bon, merci à toutes les trois. C'était un vrai plaisir d'animer ce webinaire avec vous. Pour rappel, il sera disponible en replay, du coup, sur la chaîne YouTube de CDI Média. Et merci également à tous les participants. Vous avez été ultra actifs dans le chat, donc c'était très agréable pour nous aussi d'avoir vos partages d'expérience, vos questions, vos commentaires. C'est vraiment un régal d'animer dans ces conditions. Et je terminerai, j'avais bien 2 petites expressions dans le chat. On avait la revanche des seniors arrive, et oui, en effet, on y croit, et on termine sur
cette note d'optimiste. Et on avait aussi Sandrine qui était fière d'être devenue entrepreneur à 50 ans. Et c'est aussi des témoignages comme ça dont on a besoin, de montrer que c'est possible de s'épanouir dans une vie peut-être différente à partir de 50 ans et de choisir cette voie-là. Donc, merci à toutes et à toutes. Je vous remercie particulièrement Béatrice, Amélie et Bénédicte. Merci Fabienne. Merci Fabienne. Avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur le site de Courrier Cadre et on aura l'occasion d'organiser à partir d'aujourd'hui un webinaire par mois. Donc, au plaisir de vous y retrouver très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée.